Ravi d'être avec vous ce matin pour animer ce webinaire sur les plateformes digitales. Il est convenu qu'on se présente rapidement. Donc, moi, Jean-Pierre Mariaccia, j'interviens au sein de Stratexio donc, en tant qu'expert. Je dirige Elesio Consulting, cabinet de conseil en management et développement international que j'ai créé en 2007. Et je suis également cofondateur de Convergence Internationale, qui est un opérateur de plateforme digitale. Georges, je te laisse te Oui, présenter. bonjour. Moi, j'ai une longue carrière à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, où je me suis beaucoup occupé de création et développement d'entreprises, d'intelligence économique, de commerce électronique et de commerce international, où j'ai terminé ma carrière en tant que directeur de la coopération et des partenariats internationaux. J'ai pris donc une retraite extrêmement active en cofondant une entreprise de consulting dans le domaine du digital qui s'appelle The Next Action, en faisant beaucoup de consulting à l'international pour des organisations et puis en participant à quelques créations d'entreprises, dont la société Convergence, dont Jean-Pierre est l'initiateur. Bien, les plateformes ont plus de 10 ans, au moins. Hein, et comme nous l'écrivions dans le synopsis, elles sont une réponse aujourd'hui incontournable aux différents enjeux que peuvent rencontrer les entreprises, au-delà évidemment de leur intérêt pour l'environnement et leur empreinte carbone. Alors, il y a un certain nombre de questions, évidemment. Quelles sont ces plateformes? Est-ce qu'elles sont pertinentes? Comment s'y retrouver dans cette jungle des plateformes? C'est un petit peu les questions auxquelles on va essayer de répondre là ce matin. Ce que je vous propose, si j'arrive euh, à faire bouger, à défiler mon écran, ce que je n'arrive pas à faire, voilà. C'est tout bon. Donc, ce que l'on vous propose avec Georges, c'est de structurer ce webinaire en 3 points. D'abord, les plateformes je dirais, avant de parler des plateformes, hein, ce que je voudrais aborder, c'est les limites des approches traditionnelles des marchés export. Ensuite, parler de l'émergence des plateformes hein, comme outil du commerce international. Et là, l'idée, ce sera de vous en montrer quelques-unes, sans être exhaustif, hein, parce que c'est difficile, mais en tout cas de vous en montrer quelques-unes, d'expliquer aussi pourquoi, en quoi elles sont utiles, et puis de montrer aussi que là aussi, il y a des problèmes à l'utilisation de ces plateformes et dont il faut être conscient. Et Georges traitera de la dernière partie, choisir les plateformes appropriées à ses objectifs, en traitant donc 2 points, les typologies. Il vous proposera une typologie de plateforme et puis identifiera des paramètres. Il vous aussi, je pense que Georges, tu donneras aussi un certain nombre de conseils et de suggestions aux exportateurs ici présents. Absolument, je suis là pour ça. Voilà. Donc, je vais démarrer avec ce premier sujet qui est les limites des approches traditionnelles des marchés export. Bon, l'objectif là, ce n'est pas de dénigrer ce que j'ai fait moi pendant pas mal de temps et que je continue d'ailleurs à faire quand j'interviens pour des entreprises. Mais c'est seulement montrer qu'il y a dans les approches traditionnelles quelques limites et quelques questions évidemment qu'il faut se poser. Alors, un exemple d'approche traditionnelle, une première bonne pratique qui est la structuration d'une démarche export en 3 phases. Hein. Bon, ça c'est le genre de choses assez classiques. Il y a des avantages hein, à une démarche comme ça. Vous voyez, c'est quand même assez bien structuré. On sait ce qu'on fait, hein, c'est renseigné, et puis c'est outillé avec derrière pour chaque partie des outils qui permettent de structurer une démarche export. Par contre, ça ne marche pas forcément à tous les coups.
Pourquoi? Parce que est-ce que dans mon analyse, j'ai pu avoir accès à toutes les informations? Et est-ce que, par exemple, dans la phase de mise en œuvre en step 3, est-ce que j'ai rencontré toutes les personnes pertinentes et est-ce que j'ai su justement identifier les bons partenaires que j'avais listés au départ? Autre approche classique, qui est aussi, je dirais, une bonne pratique. Hein. Vous voyez, un bon questionnement au départ. Hein, alors ça, qu'est-ce que c'est, si vous voulez? C'est ce que je peux appeler un modèle de préparation d'une étude de marché opérationnel. Vous voyez, avant de se précipiter à l'export et d'envoyer ses commerciaux, d'essayer de faire du business, posons-nous quelques questions. Donc, c'est un peu l'objectif de cette approche. Il y a de bonnes questions, hein, vous voyez. Il y a aussi une différenciation entre le questionnement interne, le questionnement externe, qui est une bonne pratique. Et puis, il y a, chose importante à l'international, hein, quand on veut s'attaquer, quand on veut rentrer dans le détail, une différence entre l'information primaire à récolter et l'information secondaire. Là encore, le fait de mettre en place, d'avoir cette structure ne garantit pas forcément toujours la bonne, qu'on ait des résultats. Est-ce que j'ai parlé aux bonnes personnes, notamment quand j'ai fait mon enquête? Est-ce que j'ai pu identifier des sources fiables d'informations? Vous voyez, ça, c'est des questions qui se posent malgré la pertinence de mon approche. Donc, des questions demeurent. Et bon, sans être, je dirais, exhaustif, je peux en lister 5. Des difficultés qui demeurent pour nous, le temps et le coût d'accès au marché. Un exemple, hein, vous voulez aller au Maroc aujourd'hui, le prix du billet d'avion, c'est 600 €, hein, aller-retour. Hein. Démarrage 10 juillet pour ceux qui s'y intéressent. Un autre exemple, c'est une mission à laquelle j'ai répondu le mois dernier. C'était sur le Niger. Le coût de déplacement, j'ai reçu en fait un devis d'une personne que je voulais faire intervenir. Le devis, c'était 5 jours de consultant, dont 3,5 jours de déplacement. Vous voyez un peu le coût que ça peut représenter de se déplacer et d'avoir accès à certains sites, justement dans des pays comme le Niger. Deuxième point, un manque d'informations fiables sur les marchés. Vous avez, alors c'est vrai que je parle là des pays émergents, mais pourquoi pas. Vous avez 30 à 50% d'informels sur un certain nombre de marchés. Donc, évidemment, récolter de l'information fiable sur ces marchés reste compliqué. Une préqualification insuffisante, ça, on s'en rend compte notamment quand vous devez relancer des contacts ou alors vous en rendez compte trop tard quand vous avez fait un voyage et que vous avez investi 10 000 €. Et là, la frustration est importante. Une difficulté aussi de suivi des affaires. Vous pouvez faire des déplacements très intéressants, avoir de très bons contacts, et puis ensuite derrière, rien ne se passe parce que différentes contraintes surviennent pour votre contact, pour les contacts que vous avez rencontrés. Et là encore, l'investissement réalisé peut avoir été important et vous n'avez pas de résultat. Et je dirais, manque de confiance sur les transactions, c'est encore, je dirais, dans certains secteurs, un vrai problème. Vous avez, en tout cas sur certains pays africains, vous avez 80% des transactions qui ne se font pas dans le domaine du trading agroalimentaire, par exemple. Si tu permets, Jean-Pierre, j'ajouterais simplement à ce niveau-là
qu'il y a une difficulté qui est complémentaire et qui est même première parce qu'elle est en amont. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises n'ont pas ces bonnes pratiques que tu avais décrites dans tes deux précédents transparents et qui en fait font des coûts emmenés par la mode. Bon, la mode est à la Chine, allez, on va aller en Chine et on va regarder, qui n'ont pas véritablement de stratégie export. Et on va en reparler tout à l'heure quand il s'agira de choisir les plateformes. Il est évident que si on n'a pas de stratégie, si on n'a pas de choix prédéfinis en fonction des marchés qu'on veut viser et en fonction des activités qu'on veut y faire, on risque de passer totalement à côté de la plaque. Alors, oui, merci Georges de ce complément. Ces difficultés-là, heureusement qu'il y a les plateformes et voici venu donc le temps de plateforme. Ici, l'objectif pour moi, ce n'est pas, je ne vais pas faire l'historique des plateformes, vous le connaissez, et puis il y a beaucoup de littérature là-dessus. Ce que je propose, c'est de vous montrer quelques plateformes et on essaiera de faire quelques commentaires sur un certain nombre sur les différents types en fait, de plateformes identifiées. J'essaierai aussi de vous donner quelques raisons rationnelles pour utiliser les plateformes, pourquoi les utiliser. Et avant, je dirais que Georges prenne la main, je vous montrerai quelques problématiques d'utilisation des plateformes. Donc, il ne s'agit pas non plus d'être naïf avec les plateformes. Alors, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien tous les slides. En tout cas, voici un panorama, on peut dire, qui est non exhaustif, hein, bien sûr, des plateformes qui existent. Quelques constats sur chacune des lignes. Là. Les réseaux sociaux généralistes et affinitaires. Donc ça, on les appelle aussi plateformes, hein, ça ne vous a pas échappé. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Vous avez quand même la moitié de la planète hein, qui utilise les réseaux sociaux aujourd'hui, pour vous situer. Facebook, c'est 2,6 milliards. LinkedIn, c'est 600 millions, c'est pas mal. Hein. Bon, ça, c'est des faits. Il y a un autre fait aussi, c'est qu'on a de moins en moins de confiance dans les réseaux sociaux. Ça, c'est avéré. Je vous passe les problèmes des fake news et l'utilisation de ces réseaux dans les campagnes politiques, par exemple. Deuxième catégorie, les moteurs de recherche génériques, et moi je mets ça dans les plateformes parce qu'on peut utiliser, je dirais aujourd'hui, un moteur de recherche pour aller chercher une information qui vous intéresse sur un acheteur ou sur un client qui se trouve sur un marché précis. Hein, on peut aussi faire ça. Donc là, ça ne vous étonnera pas, il y a un moteur de recherche qui a 90% de parts de marché au niveau mondial, c'est Google. Mais on a des petits nouveaux qui arrivent, hein, il ne faut pas négliger les nouveaux petits français là, hein, arrivent. Et puis aussi, dans chaque zone, vous avez des moteurs de recherche spécifiques. En Russie, ce n'est pas Google hein, qui est utilisé, et en Chine non plus. Donc, il faut utiliser les moteurs de recherche, évidemment, de chaque zone. En ce qui concerne les places de marché B2B, B2C, bon, qu'est-ce que c'est? Ce sont d'abord évidemment, comme les plateformes digitales, hein, comme toutes les plateformes digitales, ce sont des plateformes d'intermédiation. Qui on peut dire, et parfois aussi de désintermédiation d'ailleurs. Un point ici, chacun peut aujourd'hui créer sa place de marché. Et vous avez dans certains secteurs, vous êtes un fabricant, vous pouvez créer votre place de marché parce que vous voulez cibler de nouveaux clients. Vous êtes déjà un distributeur, vous pouvez aussi créer votre
places de marché pour avoir encore plus de partenariats et de cartes de distribution. Et enfin, vous êtes un client final, vous pouvez aussi, pour des motivations économiques, créer aussi des places de marché. D'ailleurs, on ne parlera pas dans cette présentation de l'e-business, mais ça aussi, c'est un autre sujet qui peut permettre, quand vous êtes utilisateur, évidemment, d'avoir des réductions de coûts très intéressantes. Georges reviendra sur les places de marché B2B, B2C. Les plateformes de networking, donc là, vous avez des gens comme Swapcard, comme Vimet, c'est les petits nouveaux là, pour faire du networking en ligne. Donc ça, c'est ce genre d'outil qui existe depuis un petit moment et qui évolue de manière intéressante. À voir avec qui, enfin, dans quel cadre on utilise ce genre d'outils. Je ne parlerai pas des job boards. Vous savez ce que c'est, hein, l'objectif, c'est recruter. Pour moi, ça ne remet pas en question les approches, je dirais, les approches d'executive search ou de recrutement professionnel, mais c'est un bon complément à ces approches-là. D'ailleurs, les job boards, vous le regarderez, mettent en place systématiquement aujourd'hui des services d'executive search en complément de l'outil digital. C'est une pratique d'ailleurs qui est de plus en plus intéressante. Sur les plateformes spécialisées, sectorielles, géographiques, métiers, un commentaire. Bon, là, vous avez des secteurs qui sont où évidemment, vous avez des places de marché qui se développent, ou des secteurs plus concernés que d'autres, hein, comme par exemple, évidemment, le voyage, le transport, vous avez l'informatique, vous avez les fournitures de bureaux, les fournitures industrielles. Dans le domaine de l'industrie et des services, c'est encore un peu en retard. Moi, ce que je vois là, en préparant cette intervention, j'ai regardé plusieurs études, notamment Roland Berger, Bain, qui ont écrit sur ce sujet. Les acheteurs industriels commencent à vouloir acheter en ligne et à changer donc leur pratique. Ça commence, et d'autant plus que, évidemment, comme tout le monde, ils utilisent déjà les plateformes pour leurs propres besoins perso, hein, et donc, évidemment, dans le domaine business, ils commencent à avoir des attentes. Le dernier commentaire que je ferai sur les plateformes de mise en relation, donc là, ici, l'objectif d'une plateforme de mise en relation, c'est bien sûr d'animer, hein, et de mettre en valeur des contenus, des services, des produits qui ne lui appartiennent pas. Donc ça, évidemment, il y en a tout un tas aujourd'hui qui méritent, je dirais, attention, qui peuvent être utiles, mais d'autres peut-être peuvent être aussi des pertes de temps. Donc, à bien regarder lesquels utiliser. Si on voulait synthétiser finalement très rapidement les raisons pour lesquelles recourir aux plateformes, quatre raisons qui me paraissent clés. D'abord, évidemment, démultiplier sa visibilité. Une plateforme, attention, ce n'est pas un site web, hein, donc l'objectif l'objectif, c'est la visibilité, mais la modalité, évidemment, est très différente. On peut utiliser une plateforme pour saisir des opportunités d'affaires, évidemment pour acheter-vendre à une audience plus large. Vous avez des modules d'achat-vente qui peuvent être greffés sur des plateformes de mise en relation aujourd'hui et qui vont vous permettre de faire une opération d'achat ou de vente. Et enfin, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais dernière raison que je vois, c'est évidemment réduire les coûts de transaction pour l'acheteur et pour le vendeur. Ça ne vous a pas échappé que les coûts de transaction dans les opérations classiques de commerce international peuvent coûter cher, notamment
sur les aspects, démarche commerciale. Donc, évidemment, une plateforme réduit les coûts. Et dans ce cadre-là, Jean-Pierre, surtout, il y a un aspect très important à prendre en compte, c'est réduire le coût de l'expérimentation, du test, de la première approche. Ça coûte beaucoup moins cher que d'aller faire un voyage en Chine sur tel ou tel salon spécialisé. Je parlais à un partenaire tunisien, une organisation intermédiaire, qui m'expliquait que un de leurs enjeux aujourd'hui, c'était réduire les coûts de pré-prospection, qui, comme on l'a vu, dès qu'on prend un avion, dès qu'on prend donc on essaie de bloquer du temps et pour aller prospecter sur un marché. Évidemment, ça peut coûter beaucoup. Et tout ce qui va permettre évidemment de réduire ce temps-là, ce que le partenaire appelait de pré-prospection, évidemment, est le bienvenu. Et là, les plateformes, évidemment, peuvent être très utiles. Ce que je voudrais, avant de passer la main à Georges, c'est de faire ici un petit user case qui permet de montrer, d'identifier finalement qu'est-ce qui peut bien marcher avec les plateformes et qu'est-ce qui, au contraire, peut poser encore problème. Donc, vous avez ici une démarche business faite par une trading company, hein, peu importe ce qu'elle vend. Donc, en tout cas, elle achète et elle vend à l'international. Qu'est-ce qu'elle démarre, enfin, comment elle démarre? Elle démarre avec une recherche d'acheteurs sur Google. Évidemment, ça ne marche pas bien parce qu'il n'y a pas d'informations satisfaisantes en faisant une recherche Google. Je recherche des affaires chinois sur X, sur le produit X. Ensuite, donc, fort de cette expérience, elle décide évidemment de s'abonner à une marketplace bien connue, coût à peu près 2500 $ par an pour un compte premium, ce qui, vous voyez, n'est pas excessif. Hein, voilà. Et puis, troisième étape, elle obtient évidemment 10 contacts venant de Chine, mais sans suite. Et là, on voit qu'effectivement, la qualité des contacts, elle n'est pas toujours garantie, hein, même si vous prenez la meilleure plateforme du monde. Mai 2019, il signe une affaire, donc ça c'est très bien, donc ça rembourse, vous voyez, et ça prouve là l'intérêt quand même de payer un abonnement annuel si vous faites un chiffre d'affaires conséquent. Mais petite information, vous voyez, l'acheteur est quand même recommandé par un confrère, c'est-à-dire que la plateforme a permis de rentrer en relation, mais finalement, la trading company, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a concrétisé en faisant avec cet acheteur, mais sous recommandation. Donc là, on a effectivement le problème de la qualité, je dirais, des contacts. Et ce n'est pas parce que voilà, quelqu'un va vous entrer en relation et que tout est OK que derrière, ça va bien se passer. Septembre 2019, donc, la Trading Company met en place une solution sécurisée avec l'acheteur pour être évidemment garantie de paiement, mais sans contrôle qualité. Pourquoi? Parce que ça coûte quand même 6 000 € si vous demandez à Bureau Veritas de faire une opération de vérification d'un élément, quel qu'il soit, de ce que vous vendez à l'export. Eh ben, ça a un coût significatif. Donc, vous voyez, et ça, ce n'est pas réglé non plus là dans ce type de démarche. Donc, problématique au départ d'identification de contacts réels. Ensuite, le sérieux de ces contacts, est-ce que c'est vraiment toujours le cas? Pas forcément. Et puis, des problèmes de garantie, évidemment, de paiement, de sécurisation de mes transactions et un contrôle qualité que je ne peux pas forcément me payer compte tenu du business model que j'ai. Donc, voilà quelques problématiques encore qui se posent évidemment aux plateformes. Pour terminer, quelques chiffres flash, quand même, pour montrer que quand même, hein,
il y a quand même un intérêt à aller vers ça, quelle que soit, je dirais, votre activité. Et là, il faudra bien doser, évidemment, ce qui va être utile pour vous. 2000 milliards de dollars, ça c'est le B2C. 7600 milliards de dollars, le e-commerce B2B, ça c'est des chiffres 2019 de Bain. Évidemment, marché dominé par les Chinois et les Américains, c'est-à-dire en clair, c'est Alibaba et Amazon. Hein. Et puis, un chiffre intéressant, vous voyez, vous avez quand même aujourd'hui, donc ça c'est étude de Bain sur les acheteurs B2B, 91% des acheteurs préfèrent effectuer leurs achats en ligne après avoir décidé ce qu'ils souhaiteraient acheter. Et puis, et on peut dire aussi, et sur ce qui n'est pas écrit là, c'est et ils aiment bien aussi utiliser leur mobile. Mais bon, ça, c'est une tendance générale. Georges, alors je propose qu'on prenne plutôt les questions à la fin, ce sera plus logique. Georges, je te laisse la main. Ok, j'arrête mon partage. je prends la C'est main. toi qui partages. Hein. D'accord. Voilà. Eh bien, après cette présentation, donc, nous allons passer à une partie qui sera peut-être un petit peu plus pratique et dans le sens de ce que Jean-Pierre vous a montré tout à l'heure avec son business case, choisir les plateformes donc appropriées à ses besoins. Et là, je reviens un tout petit peu à ce que je disais. Moi, j'ai été un des pionniers de l'Internet en France. Comme je dis souvent, je suis tombé dans l'Internet quand il était tout jeune. J'ai mené pas mal d'opérations de sensibilisation et de formation au e-commerce, au e-business. Et ce que je disais toujours dans ces cas-là, je rappelais que dans e-commerce et dans e-business, ce qui compte, c'est commerce et business, pas le i. Le i, ce n'est qu'un outil. Et ça m'oblige encore une fois à revenir à ce que les Anglais, les Américains appellent back to basics. Hein, se rappeler que le commerce international est avant tout un investissement et que ce commerce international, il doit s'inscrire dans la stratégie de développement général de l'entreprise. Donc, il y a une stratégie générale de l'entreprise et il y a une stratégie internationale qui s'inscrit dans cette stratégie-là. Le problème, c'est que très souvent, dans le cadre, quand on regarde les PME françaises, ce genre de stratégie, dans le meilleur des cas, reste une stratégie implicite et non pas explicite. Donc, la démarche que vous a montrée Jean-Pierre est une démarche déjà extrêmement structurée que, hélas, on ne voit pas très souvent. Et dans ce cadre-là, moi, je préfère avoir un marketing très comportemental, une segmentation comportementale des entreprises françaises avec les 4 catégories, les nuls, sans y voir aucune espèce de sens péjoratif, les nuls, les débutants, les apprentis et les experts. Et vous voyez qu'on peut être même expert et apprenti ou débutant en même temps. On peut être expert sur le marché africain, mais être débutant sur le marché chinois, par exemple. Donc, mais ça permet de mieux voir, de mieux considérer le comportement des entreprises par rapport au commerce international. Et c'est vrai que ces plateformes digitales, en général, répondent beaucoup mieux aux besoins des nuls, des débutants, voire des apprentis, qu'aux experts eux-mêmes. Voilà, donc retour au basic, hein, se poser la question où j'en suis de mon développement général et où j'en suis de mon développement en matière de commerce international. Deuxième point qui est le plus important, à mon avis, c'est quels sont les objectifs que vous poursuivez en approchant ce type de plateforme. Parce que, à la limite, vous allez me dire, ah oui, mais l'objectif, c'est exporter. Oui, sauf que il y a plusieurs possibilités. Est-ce que vous recherchez un test de marché ou est-ce que vous recherchez une implantation sur le marché? Est-ce que vous recherchez des prospects ou est-ce que vous recherchez des clients?
Est-ce que par rapport à ces clients, vous cherchez la fidélisation de la clientèle ou est-ce que vous recherchez la conquête d'une nouvelle clientèle? Est-ce que c'est une production d'un service ou un recrutement de compétences? Est-ce que c'est la mise en place d'un réseau local ou est-ce que c'est de la vente à distance? Et puis, finalement, on peut même se poser la question, parce que finalement, quand vous regardez un compte de résultats, augmenter vos bénéfices, ça peut passer par l'accroissement du chiffre d'affaires, mais ça peut aussi passer par la diminution des coûts. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'un des transparents de Jean-Pierre. On peut parfaitement imaginer que votre objectif, ce n'est pas d'augmenter votre chiffre d'affaires, mais bien de diminuer les coûts de votre distribution. Donc, vous voyez, ces questions-là, vous avez une très jolie cible sur le transparent, hein, et on voit que toutes les fléchettes se sont plantées à côté de la cible. Christophe Colomb a trouvé l'Amérique en cherchant l'Inde. Pour une fois, il a eu un grand succès par hasard, mais en général, quand on ne sait pas exactement où on va, on risque effectivement d'avoir ce type d'image par rapport à la cible en question. Et donc, quel est votre modèle économique? Question à se poser. Je reviens tout à l'heure à ce que je disais sur la diminution des coûts ou l'augmentation des ventes. Est-ce que ce que vous vendez, c'est des produits ou des services? Et quel type de produits? Et enfin, si vous recherchez un partenariat, quel est le type de partenariat recherché? Est-ce que c'est un acheteur? Est-ce que c'est un vendeur? Est-ce que c'est un partenaire? Est-ce que c'est un représentant? Est-ce que c'est un revendeur, un distributeur? Vous voyez, toutes ces questions-là, il faut se les poser si on veut effectivement trouver la bonne solution. Alors, Jean-Pierre vous a fait une typologie. Aujourd'hui, cette typologie, elle est en fait de 3 types, mais je n'en vous ai dit que 2. Parce qu'il y a un autre type de plateforme qui est le C2C, le consommateur à consommateur. Et nombre de ces plateformes font également du C2C. Price Minister, qui est aujourd'hui Rakuten, était avant tout du C2C. Facebook fait du C2C, évidemment. Donc, mais je le mets de côté pour l'instant. Et je vais me focaliser sur le B2C ou le B2B. Et dans le B2C, je mets aussi bien le B2B qui vend comme du B2C. Alors, pour bien clarifier les choses, B2C, c'est quoi? C'est du produit standard. Okay, j'ai un beau stylo à vendre au kilomètre, pardon, à la tonne. C'est un stylo, c'est un stylo. Hein. Donc, que vous soyez une personne privée qui veut acheter ces stylos ou que vous soyez une entreprise qui veut acheter du stylo, c'est dans les 2 cas, on vend comme du B2C. Il y a un prix éventuellement qui est différencié par rapport à la quantité. Vous payez en ligne avec une carte de crédit et la négociation, elle s'arrête là. La contractualisation, elle s'arrête là. Okay? Le B2B pur, par contre, c'est dans ce cadre-là beaucoup plus compliqué parce que nous sommes dans un domaine où il faut négocier, où il faut mettre en place un véritable contrat et avec des conditions qui sont des conditions spécifiques. Et dans le B2B pur, on verra, là aussi j'ai mis pour mémoire les job boards, on ne va pas trop en discuter, mais vous avez en gros 2 catégories, ce sont d'un côté les annuaires et les opportunités d'affaires et de l'autre côté les plateformes de business où soit c'est du multiservice, soit où on fait effectivement des affaires directement. Et donc, quand on regardera ces plateformes, il faudra regarder effectivement pour choisir, hein, puisque encore une fois, on n'est pas one solution for all. Hein, il faudra regarder quel est le profil par rapport à ce que vous recherchez, quel est le positionnement par rapport à ce que vous recherchez, quels sont les avantages et les contraintes, et puis on va regarder un tout petit peu aussi quelles sont les bonnes pratiques en la matière, si des bonnes pratiques existent. Alors, le B2C. Georges, tu oui. permets que je rajoute un point bien sur sûr, le slide précédent
Oui, sur ces critères-là, tout à fait en phase avec toi. Ce que je voulais aussi dire, c'est que regarder sur une plateforme, évidemment, quelle est son audience, quelles sont ses fonctionnalités principales Bien sûr. et quelle est son audience. C'est vraiment les deux points qui me paraissent importants. Il y a un critère qui est aujourd'hui cité dans toutes les études, c'est la facilité d'utilisation, c'est ce qu'on appelle l'user experience, etc. Ok, je comprends ça, et vos enfants, les miens, quand ils sont sur des trucs qui sont trop lourds, c'est très pénible, on y reste une seconde, et ensuite, si on n'aime pas, on switch. Je dirais, n'ayons pas cette attitude pour les plateformes B2B, pour les plateformes digitales quand on est là pour faire du business. Même s'il y a le vrai sujet, c'est pas le design de la plateforme, d'accord. Le vrai Absolument. sujet, c'est est-ce que vous allez trouver via une plateforme X un intérêt, un client, un fournisseur qui sera derrière, qui alimentera votre business. C'est ça la vraie question. Donc, pour moi, voilà, ne tombons pas dans ce piège-là, ne mettons pas comme critère, je dirais, ce design, mais voilà. Audience et puis expertise, au-delà des critères listés par Georges. Absolument. C'était d'ailleurs, quand je dis positionnement, je ne pensais qu'à ça, à l'audience et le visitorat du site en question. Alors, dans le B2C, alors là, c'est un monde que vous connaissez plutôt bien. Il y a deux énormes machins là-dessus qui s'appellent l'un Amazon et l'autre Alibaba. Alors, Jean-Pierre vous a cité des chiffres. Moi, je vais vous citer une autre donnée qui va vous frapper fortement. Euh, c'est que le moteur de recherche, si on met de côté le marché chinois, le moteur de recherche le plus utilisé aujourd'hui quand il s'agit d'une recherche de produits, ce n'est plus Google, c'est Amazon. C'est vous dire quelle a été la prise d'importance d'Amazon. Alors qu'au début, le B2C était avant tout national. Il était national parce qu'il y avait des problèmes de logistique, il y avait des problèmes de législation et de protection du consommateur et des données privées qui faisaient qu'auparavant, c'était surtout ça. Aujourd'hui, cette partie nationale est en train de diminuer. Et donc, vous avez les deux gros qui sont Amazon et Alibaba. Hein, Alibaba qui est évidemment beaucoup plus présent sur le marché chinois. On va en reparler tout à l'heure. Mais vous avez aussi des gens qui sont un petit peu plus spécialisés par type de marché. Pour le Japon, il est évident que Rakuten, qui a racheté PriceMinister.com, est très très présent là-bas. eBay est très américain, mais pas seulement. En Russie, ce sera Yandex. En Afrique, alors on cite beaucoup Jumia, mais en fait, en Afrique, quand vous regardez en vérité, la vraie plateforme B2C, c'est Facebook. Ils l'utilisent beaucoup plus pour ça. Alors, quels sont les avantages de ces plateformes? La première, c'est effectivement, et j'y reviens, elles ont de la visibilité. Alors, certaines ont une visibilité mondiale, d'autres ont une visibilité plus locale. Cela dit, si vous êtes sur Amazon, le problème de la visibilité, c'est quand même que, OK, Amazon est visible, mais combien êtes-vous, vous, visible sur Amazon? Donc, vous voyez, c'est une question à double détente. Mais le grand avantage, c'est que généralement, ils vous fournissent une boutique clé en main qui peut être gratuite. Jean-Pierre vous a cité la boutique Alibaba Plus, hein, le Golden Account, le compte Gold, où vous payez, mais vous pouvez parfaitement avoir quelque chose de gratuit. Et en plus, vous avez effectivement, normalement, aussi des services connexes, l'indexation dans un mode, donc le SEO, comme on appelle ça, le paiement, le système de paiement, éventuellement la logistique. Donc, vous voyez que ça permet à un certain nombre de gens qui sont encore un peu débutants ou qui essayent de tester un marché, de venir tester les choses. Et c'est pour ça que j'ai mis, c'est excellent pour débuter. Alors, il y a quand même un certain nombre de contraintes qu'il faut prendre en compte.
Le premier, c'est la facturation. Alors, parce que vous me direz, mais c'est gratuit. Ben non, c'est pas gratuit, hein, parce que, comme disent les Américains, there is no free lunch. Et le problème, c'est que souvent, cette facturation, c'est au pourcentage du chiffre d'affaires. Et prenez l'exemple d'un centre commercial. Un centre commercial, vous payez le loyer de la boutique. Vous ne payez pas un pourcentage sur votre chiffre d'affaires. Or, que ce soit Alibaba ou que ce soit Amazon, vous tombez très vite dans quelque chose qui dépend en fait de votre chiffre d'affaires. Donc, c'est très bien si vous débutez. En revanche, après, il faudrait peut-être se poser des questions. Et deuxièmement, il y a un problème de dépendance. Il y a eu un certain nombre de problèmes qui ont été soulevés par rapport notamment à Amazon, qui analyse vos données clients, parce que vos données clients, ce sont les vôtres, mais ce sont aussi les siennes. Il en est propriétaire, si j'ose dire, ou en tout cas, il y a accès. Et donc, il fait une analyse de vos données, et s'il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui fait mieux les produits que vous faites, voire parce qu'Amazon a ses propres produits, qu'il a intérêt peut-être à faire lui-même ses propres produits, eh bien, vous risquez de vous retrouver totalement dépossédé de votre clientèle et de votre produit. Donc, il faut faire très attention à ça. Alors, dans le B2B pur, cette fois-ci, ou plutôt entre les deux, intermédiaires, ce sont les annuaires et les opportunités d'affaires. C'est quoi les annuaires? Un annuaire, c'est un annuaire qui est simplement, au lieu d'être sur papier, il est en ligne avec une description des produits beaucoup plus précise, puisque vous pouvez attacher la fiche technique du produit, voire de plus en plus aujourd'hui une vidéo. Alors, ces annuaires étaient utilisés surtout pour le sourcing, et la grande difficulté pour ces annuaires, ça a toujours été le problème de la poule et de l'œuf, hein, pour les faire monétiser. Les éditeurs d'annuaires vont voir les fournisseurs et lui disent, écoutez, on va vous prendre dans notre annuaire et vous allez avoir beaucoup de visiteurs qui vont acheter vos produits. Il dit, oui, d'accord, combien de clients? Alors, du coup, on va aller voir les clients en disant, oui, mais vous allez vous inscrire sur cet annuaire, vous allez voir, on a plein de fournisseurs pour vous. Donc, les fournisseurs veulent des acheteurs, les acheteurs veulent des fournisseurs, et comment rompre cette espèce de nœud gordien, comme l'avait fait France Télécom en distribuant 5 millions de Minitel gratuitement, les annuaires n'ont pas toujours la possibilité de faire ça. Mais l'avantage de ces annuaires, c'est que c'est très facile d'utilisation. Les opportunités d'affaires, c'est un petit peu la même chose, avec la possibilité de ce que j'appelle moi la lampe torche. C'est-à-dire que vous avez la possibilité à la fois d'avoir une vue focalisée où vous cherchez spécifiquement un certain type d'opportunité, et vous pouvez avoir aussi une vue plus dispersée en vérifiant les opportunités d'affaires qui se présentent un petit peu aux alentours. Et là, je dirais qu'il s'agisse d'annuaires ou qu'il s'agisse d'opportunités d'affaires, la remarque de Jean-Pierre prend tout son sens. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien regarder à chaque fois, c'est quelle est la visibilité et quelle est l'audience, quelle est la qualification de l'audience. D'accord? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Comment ils utilisent-ils? Quel est le nombre de clics sur combien d'opportunités d'affaires sont ouvertes régulièrement, et quel type d'opportunités d'affaires sont ouvertes régulièrement. Vous devez avoir la même approche que celle d'une publicité dans un journal. Vous n'allez pas dans un journal sans regarder quel est le visitorat de ce journal. Eh bien, il en va de même pour ces annuaires et pour ces opportunités d'affaires. Alors, ça convient bien là aussi pour des débutants, ça convient bien pour tester un marché, et ça convient bien pour surveiller ce qui se passe. Les shogoshosa japonaises étaient très spécialisées pour tout ce qui est opportunité d'affaires. Ils regardaient de près toutes les opportunités pour être sûrs qu'ils n'avaient rien manqué. Alors, le problème à ce niveau-là, c'est
que la plupart des entreprises disent on est intéressé par les opportunités d'affaires, mais quand on les leur met à disposition, ils ne les regardent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent ah ben si c'est une opportunité qui est en ligne, c'est qu'elle est connue de tout le monde, donc ça ne nous intéresse plus. Donc vous voyez, la monétisation de ce service est extrêmement difficile. Et là, je dirais aujourd'hui, on voit une petite évolution vers des espèces de foires virtuelles en ligne, des simili-foires virtuelles en ligne, en y rajoutant effectivement des vidéos par rapport aux opportunités ou par rapport à la présentation de l'entreprise dans l'annuaire. Alors, les services et business en ligne, alors ça c'est plus complexe. Qu'est-ce qu'on entend par là? Soit on a tout un environnement de service, c'est-à-dire qu'on peut faire en même temps qu'on trouve une opportunité, on peut y faire le contrat, on peut y trouver du conseil, on peut y trouver de la formation sous forme de webinaire, on peut y trouver un véritable portail, peut-être pas nécessairement, quelquefois une plateforme, un véritable portail vers des assureurs, des banquiers, des logisticiens, donc transporteurs, transitaires, etc. Donc, on a un environnement global de services autour de ce type de plateforme. Quand il s'agit véritablement de faire le business en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez en plus contractualiser, signer le contrat, voire payer en ligne directement. Okay? Alors, ce genre de choses marche plus ou moins bien. Ça marche très bien quand vous avez quelqu'un qui est en position de force. Quand General Electric vous dit, écoutez, vous devez utiliser ma plateforme ou rien du tout, bah, si vous voulez faire partie de leurs 40 000 prestataires de services ou fournisseurs, bah, vous n'avez pas le choix, c'est tiens, choisi, vous devez y aller. C'est pareil pour, si vous voulez fournir Air France ou British Airways, ils ont leur plateforme d'achat. C'est pareil pour Renault, Peugeot, etc. Avec le grand avantage, c'est qu'on n'est plus aujourd'hui prisonnier des systèmes EDI, qui étaient lourds et qui ne permettaient pas d'interopérabilité. Donc, ces plateformes-là, elles ont du mal à marcher. Pourquoi? Parce que si vous êtes sur une plateforme comme celle-là, la première fois que vous rencontrez quelqu'un, je rencontre Jean-Pierre Mariaccia sur cette plateforme, je fais affaire avec lui, je paye mes 0,5 à 1,5% sur le montant de la transaction. Mais la deuxième fois, je le connais, je n'ai plus besoin de la plateforme. Donc, je préfère à ce moment-là partager la commission avec lui, voire me la garder toute pour moi, mais je n'ai plus besoin de passer par la plateforme. Donc, vous voyez, c'est une des grosses problématiques de ces plateformes. Donc, il y a deux évolutions intéressantes que j'ai pu voir dans ce domaine récemment. La première, c'est celle de convergence, c'est-à-dire que au lieu d'être une plateforme j'allais dire presque d'un ayatollah du e-business, on met ensemble des choses qui sont différentes, c'est-à-dire la plateforme, l'expertise, le conseil, le réseau. C'est-à-dire que là où on a fait dans le temps, on parlait dans le e-commerce de click and mortar, on se retrouve de la même manière dans une approche où on combine un outil digital avec du savoir-faire humain. Et je pense, en ce qui me concerne, qu'on va aller de plus en plus vers ce type de plateforme hybride où on apporte autre chose, voire on peut se passer de la plateforme n'étant qu'un moyen de trouver le bon consultant pour vous conseiller. Il y a une deuxième approche que j'ai trouvée intéressante, c'est une société qui s'appelle InCenters, qui a mis en place une plateforme au World Trade Center de Rennes et également pour les chambres de commerce de l'océan Indien, des îles de l'océan Indien, où on ne fait pas des affaires sur la plateforme, mais on fait des affaires grâce à la plateforme. C'est-à-dire qu'on crée une espèce d'effet club. Tous les abonnés de la plateforme sont des gens qui peuvent s'offrir des affinity programmes, c'est-à-dire des remises sur leurs produits
Et l'intérêt, c'est le fait que cette espèce d'effet club permet de faire des affaires en dehors de la plateforme, mais on les fait grâce à la plateforme dans de meilleures conditions. Et vous voyez que on voit là les deux problématiques de ces plateformes. Si c'est une plateforme business pure, ben c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que j'ai besoin de revenir sur la plateforme? Et si c'est une plateforme de type service, ben, vous payez un abonnement. Et le problème, c'est que ça s'adapte très bien aux petits et moyens exportateurs, c'est-à-dire justement ceux qui sont les moins à même ou les moins ouverts à payer un abonnement sans savoir véritablement ce qu'ils peuvent en tirer à terme. Et c'est pour ça que j'ai mis le vrai gros problème ici, c'est l'acceptabilité. Mais pensez à ces problèmes d'affinité, à cet effet club, presque réseau social, parce que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus sur le marché. Et voilà, donc pour conclure là-dessus, je voudrais vous dire rapidement 2 ou 3 choses. Premièrement, je vous rappelle qu'il faut bien connaître ses objectifs. Parce que si vous ne connaissez pas vos objectifs, vous passez à côté de la réalité. Et là, une fois que vous connaissez bien vos objectifs, que vous savez ce que vous voulez, eh bien, vous pouvez adapter vos choix aux objectifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est une approche expérimentale qui ne coûte pas très cher et qui vous permet d'évoluer. Donc, si vous voulez, vous rendez compte que vous devez changer légèrement les objectifs par rapport à la réponse du marché, vous pouvez très facilement modifier, voire utiliser plusieurs à la fois si vous le souhaitez. Question suivante, c'est comment créer la confiance. Alors ça, c'est extrêmement important. Les chambres de commerce, à un moment donné, avaient lancé une opération qui s'appelait Chamber Trust, qui permettait en fait de mettre une espèce de sceau électronique pour valider la réalité de l'entreprise, un petit peu comme elles le font pour les certificats d'origine. Ça n'a pas marché parce que les entreprises n'étaient pas prêtes pour le faire et parce qu'il y avait un problème de coût, j'y reviendrai tout à l'heure, mais cette création de confiance est essentielle. Par exemple, si vous avez un certificat ISO, il faut mettre en ligne le certificat ISO, mais il faut faire immédiatement le lien vers la banque de données ISO pour montrer que vous ne l'avez pas inventé. Les entreprises chinoises, souvent, ont maintenant un petit onglet qui s'appelle Honors, les honneurs. C'est la vérification par tel ou tel organisme de ce qu'elles sont, de ce qu'elles font, de comment elles font. Sauf que les organismes en question, c'est rarement SGS, rarement Det Norske Veritas ou c'est rarement Bureau Veritas. Donc, on se demande qui vérifie le vérificateur. Donc, quand vous voulez créer la confiance, posez-vous la question, est-ce que la marque de celui à qui je fais appel pour ma confiance, est-ce que cette marque est mondialement reconnue? C'est pour ça que l'approche des chambres de commerce était intéressante. Et enfin, surmonter le problème du coût. Moi, je suis frappé à chaque fois, quand on voit ce genre de choses, on me dit « Ah oui, mais ça coûte cher ». Quand on avait lancé Chamber Trust, l'abonnement annuel coûtait dans les 250 €. Et j'essayais d'expliquer finalement que, attendez, si vous faites une seule affaire en 10 ans, ça vous aura coûté 2 500 €, cette unique affaire va vous rapporter largement plus que les 2 500 €. Et pourtant, ça ne passait pas. Donc, à ce niveau-là, il faut bien se rappeler que le coût de ces outils, parce que ce sont des outils, est à mettre en place dans le cadre de l'investissement que constitue l'export, voire d'une assurance prospection, puisque quand vous recherchez de nouveaux clients, ça peut faire partie de l'assurance prospection. Et sortons de cette idée de cash-out immédiat pour voir quel est l'apport de cet investissement sur le long terme, ou quel peut être l'apport de cet investissement sur le long terme, parce que tout investissement est un investissement qui n'est pas certain. Et si vous ne regardez pas que le retour en argent, rappelez-vous simplement que ça vous apporte aussi quoi? Ça vous rapporte de l'expérience. Et j'aimerais conclure en vous rappelant toujours ce que disait toujours Mandela. Il disait, je ne perds jamais, soit je gagne,
soit j'apprends. Voilà, merci beaucoup.